Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, la dernière de notre saison. Je reçois aujourd'hui Jean Chapelot, un auteur dont je trouve le parcours extrêmement intéressant parce que, à mon sens, très significatif. Bonjour Jean Chapelot. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Ça va être un sujet là qui, je me sens toute fébrile. Et voilà, alors on se lance. Ouais. Jean Chapelot, vous êtes enseignant en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Saint-Jérôme pendant 21 ans. Vous avez été. Oui. Vous êtes éducateur spécialisé auprès des jeunes femmes enceintes en difficulté d'adaptation au centre Rosalie Jeté. Oui. Ceci vient immédiatement me chercher dans la magnifique série de Daniel Trottier, Toute la vie, qui a eu lieu à Radio-Canada dans les dernières années, c'est venu me chercher immédiatement là. Donc, c'est un sujet très sensible pour moi. Vous faites partie de groupes communautaires, coordonnateurs auprès des jeunes contrevenants et en difficulté dans le cadre de la loi sur la justice pénale pour adolescents. Et je dis ça au présent, mais c'est peut-être passé, mais ça fait partie de votre bagage. Ouais, c'est ça, Vous avez animé des groupes de parents d'ados en difficulté. J'arrête là pour l'instant. Qu'est-ce qui a animé tout ça dans votre vie, Jean, ce don de vous-même, cet intérêt envers les difficultés des jeunes, peut-être leur détresse, Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu être un éducateur spécialisé là-dedans? L'impression que j'ai, c'est je viens d'une famille de 8 enfants. Ah! C'est déjà une grosse Donc, chose. c'est déjà un groupe, hein? C'est un groupe en soi. Oui. Je dis souvent, moi, j'habitais dans un foyer de groupe. Nous étions 8 avec mon père et ma mère. Je pense qu'il y a aussi le don de soi de ma mère, le don de soi de mon père, qui faisaient beaucoup de bénévolat, qui aidaient les voisins, qui nous demandaient d'aller aider les voisins. On faisait ça gratuitement. Puis j'ai toujours eu le souci de la justice, comme la justice sociale, ce qui fait que se retrouvait des clientèles en difficulté, j'avais l'impression d'aller redonner à quelqu'un, parce que chez nous, s'il y avait quelqu'un de juste, surtout ma mère, elle pouvait couper le sou en 8 parties, parce qu'on était 8 enfants, on avait chacun nos portions. J'ai l'impression d'aller redonner quelque chose à quelqu'un. J'ai toujours été attiré par cette clientèle. Même tout jeune, j'avais 10, 11, 12 ans, puis j'ai aidé les dames qui étaient au marché public, j'amenais les sacs, j'allais porter les sacs chez eux, des fois ils me donnaient une pomme, quelque chose comme ça. Puis il y a toujours eu un attrait pour aider le monde, écouter les gens. Vous avez été éduqué, vous avez grandi là-dedans. Oui. Vous avez baigné là-dedans. Oui. Alors pour vous, c'était presque naturel d'aller vers ce groupe de société-là. Oui, c'est ça. Mais vous avez choisi particulièrement les adolescents et adolescentes en difficulté. Et je retiens aussi, on va y revenir, et je retiens aussi le fait que vous avez pensé à aller au-delà de l'adolescent lui-même, de l'adolescente, mais des parents aussi. Oui. Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors, plusieurs questions dans une même phrase. Pourquoi avoir choisi d'abord ces jeunes filles enceintes, ces jeunes adolescentes enceintes? Oui. J'enseignais au secondaire, j'étais dans les classes spéciales, puis j'avais des groupes de gars, et j'ai eu des groupes de filles aussi. Bon, mon enseignement était un peu particulier, beaucoup collé sur la réalité. Ces jeunes-là qui avaient des scolarités parfois de 5e, 6e année, secondaire 2, secondaire 3, qui avaient des grandes difficultés, des comportementales, des difficultés affectives. Des difficultés familiales aussi? Ah oui, oui, société? énormément. Beaucoup de D'accord. parents uniques, d'un milieu difficile, de la pauvreté qui se mettait là-dedans. Puis je m'apercevais qu'en étant enseignant, j'étais aussi éducateur spécialisé. Fait que quand j'ai commencé à enseigner au secondaire, j'avais mon baccalauréat en enseignement, j'ai décidé d'aller faire une formation d'éducation spécialisée. Fait que je suis retourné, on peut dire en arrière, je suis retourné étudier au cégep, puis je suis devenu éducateur spécialisé. Attendez, je vous arrête ici.
Parce que vous aviez le désir, peut-être contrairement à beaucoup de professeurs qui se désistent de ce rôle-là, vous sentiez les jeunes en difficulté, vous aviez le désir non seulement de leur enseigner la matière qu'ils devaient apprendre, la matière scolaire, mais vous aviez envie de les aider à cheminer dans, Oui. dans leurs études, mais dans leur vie aussi. C'est ça que je comprends. Oui, dans le vie aussi, parce que je rencontrais souvent les jeunes. Finalement, je te payais peut-être 35 heures semaine, j'en faisais 70, mais il y avait quelque chose qui m'attirait beaucoup dans leur vécu, puis qu'il n'y avait personne à qui le dire. D'où aussi toute la notion de la paternité qui est venue en ligne de compte, parce que souvent mes étudiants me disaient, ils se trompaient, puis ils disaient « Hey, père, viens ici ». Là, ils disaient Jean ». Après ça, il devient un peu rouge, parce que j'avais l'impression d'être un peu leur père des fois. Il y avait une figure paternelle. Oui, c'est ça. Fait que cette attirance à ces jeunes-là, m'a amené aussi vers ces femmes en difficulté. Puis il y avait à l'époque, il y avait droit dans les offres d'emploi marqué éducateur masculin. Aujourd'hui, bon, ça, c'est ça. Non, on ne fait plus ça, oui. Ce serait de la ça m'avait un peu discrimination. intrigué, puis je voyais Centre aux Aligentés, Montréal. J'ai dit, bon, puis ça faisait 7 ans que j'étais dans l'enseignement, j'avais un bout de fait, puis je me voyais aller dans une autre catégorie, investir plus dans le travail auprès de l'humain, en intervention. Okay. Fait que j'ai envoyé mon CV, j'ai passé l'entrevue. Qui a été un peu drôle parce que c'était 3 personnes, dont la directrice générale qui était assez carrée. Puis j'ai été accepté la grande surprise des gens avec qui j'ai passé l'entrevue, ce qui disaient tu pars d'un travail d'enseignant, tu avais des conditions de travail, 2 semaines d'été. Là, je tombais avec un mois de vacances. Je travaillais une fin de semaine sur 2, je travaillais une semaine sur 2 au fait. Je faisais du transport à Montréal parce que je partais de Prévost, je me rendais à Montréal. Vous étiez à Prévost? Oui, en plus. Vous travailliez à Montréal? Presque dans le centre-ville de Montréal. Fait que ça faisait beaucoup de négatifs à leurs yeux. Ils disaient, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça? Ça me tente. J'ai envie. Okay. Fait que évidemment, je suis arrivé avec ce type de clientèle. Puis là, ça a été la surprise totale parce que j'étais un homme. Leur perception des hommes était plutôt négative, très négative et avec raison, parce qu'ils vivaient de la violence conjugale. Certaines faisaient partie de gangs de motards. On parle des jeunes adolescentes, là, ici. Oui, on parle entre 14 et 25 ans à peu près qu'on avait là, comme clientèle. Ils venaient dans le foyer de Gude, donc ils vivaient là, puis on les rendait à l'accouchement. Donc, on les donnait tout ça de trucs, on les aidait à monter une layette de bébé, ils suivaient des cours, recherche d'appartement, recherche de travail futur, et aussi questionnement sur est-ce que je garde cet enfant, est-ce que je le confie à l'adoption, qu'est-ce que je vais faire le reste de ma vie avec mon bébé qui va faire partie de ma vie. Est-ce qu'il était question d'avortement dans ce temps-là, à ce moment-là? Oui, aussi? Il y avait cette option-là aussi? Oui, il y avait cette option-là aussi. OK. Alors, adoption, avortement, ou garder, OK, ou garder, poursuivre la grossesse. Donc, là, on offrait tout le support possible, entrevue, entretien, toutes les insécurités liées à la grossesse, les peurs, est-ce que c'est normal, je me sens comme ci, comme ça. Et en plus, l'accompagnement de l'accouchement, que j'ai fait 7 fois. Vous les avez accompagnés à l'accouchement? Oui, 7 fois père substitut. Vous avez joué au papa? Oui, c'est ça. Fait que c'était un peu, il fallait mettre les choses très claires, évidemment, parce que j'étais pas le père. Donc là, je disais au personnel infirmier, aux médecins, quand c'est le temps des examens gynécologiques, moi, je sors, je me retire. Puis je ne suis pas le père, donc je ne coupe pas le cordon. Je vais être aidant, mais il n'y a rien de la paternité dans mon rôle. C'est un rôle d'aidant, de support. D'accompagnateur à l'événement. C'est ça. Puis souvent, ces femmes-là étaient seules. Donc, ils arrivaient à l'accouchement. Parfois, les parents les avaient mis à la porte parce que ça s'était mal vu. Puis tu es enceinte trop jeune, tu as 16 ans, tu as eu ça avec un coco que les autres ne voulaient pas voir. Fait qu'ils envoyaient parfois à Montréal de loin. On a des gens qui venaient de toutes les régions du Québec qui s'y déplaçaient. C'est vraiment un sujet de société extrêmement touchant. Moi, ça m'émeut énormément. Ça me touche énormément, d'où d'ailleurs mon intérêt pour cette série Toute la vie que j'ai regardée là, du début à la fin et qui m'a vraiment émue, que j'ai trouvé que c'était une série extrêmement émouvante, intelligente, instructive et nécessaire dans la société. Et vous, ben, vous étiez là-dedans, dans le fond, dans la réalité, dans la vraie, dans les vraies choses. Puis, je veux revenir sur le fait que vous animiez des groupes de parents d'ados en difficulté. Donc, non seulement vous aidiez l'ado, mais vous aidiez le parent ou les parents à comprendre ce qui se passait dans à mieux comprendre leur ado. Oui, comprendre leur ado, parler de discipline,
Puis aussi donner un endroit où le parent peut s'exprimer sans être jugé. En disant, j'ai manqué mon coup, je suis plus capable de rien faire, je ne sais pas comment faire ce type d'intervention. Une idée de support, parce qu'à l'époque, j'ai été aussi parent, puis j'ai eu une fille qui était adolescente, avec tout ce qu'on porte là, de l'adolescence. Ce qui fait que je me retrouvais dans ces parents-là, je me disais, bon, on ne peut pas juger un parent à l'allure comme on jeune, avec ses cheveux rasés, les tatous. Il y avait comme un peu de ça que je voulais redonner aux parents. Derrière se cache beaucoup de détresse ou beaucoup Oui, d'inconfort ou oui, d'incompréhension, oui, de troubles émotifs. c'est ça. Ouais. Puis des gens mal pris avec démunis, j'ai plus rien. Puis des gens très instruits qui pouvaient être avec des emplois très rémunérés, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé, je suis démuni, j'ai l'impression d'être à zéro. Fait qu'on faisait ces groupes, qui étaient des groupes d'entraide et que les parents s'entraidaient entre eux aussi. Donc là, il y avait, je te donne un truc, tu me donnes un truc. Fait qu'il y avait beaucoup d'animation que faisaient entre eux. On devrait tellement avoir ça de façon naturelle dans une société, Ben n'est-ce oui. pas? Il devrait y avoir des cours à être parent, chose qu'on n'apprend pas du tout, puis on est garoché carrément dans le rôle sans trop savoir à quoi s'en tenir. Et puis s'il arrive ci, s'il arrive ça, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est un manque dans la société. Puis merci de le combler, ce manque-là, Jean. J'ai été enseignant, moi, puis j'ai fait un bac, ça m'a pris 4 ans. Puis là, je me disais, je vais être père. Quel cours j'ai suivi? Qui m'a expliqué quoi à part de voir mon père et quelques pères autour? Des fois, on se retrouvait avec le vide. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Puis des fois, la difficulté à appeler quelqu'un et dire, écoute, je suis dépassé, tu veux-tu m'aider? Ça, c'était comme... L'orgueil, la gêne, l'orgueil, la peur de juger. Effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez donné des conférences sur le rôle de père. Alors, ça vient rechercher un peu là, l'entraide pour futurs pères, mais vous avez conçu un programme de rencontres prénatales pour futurs pères. Hey, c'est quelque chose, là, Jean, ce que vous avez fait. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Non, c'est ça. Moi non plus, je n'avais jamais vu. Inciter le papa à prendre responsabilité, comprendre ce qui se passe dans le corps de sa compagne et ce qui s'en vient dans ce corps-là, ce petit corps en formation. Au-delà de ça, je regardais beaucoup plus aussi, c'est quoi moi comme père? Fait qu'il y avait 10 rencontres prénatales. Les gars étaient retirés 3 fois dans les 3 rencontres successives. Et là, on regardait, moi, la première rencontre, c'est moi, mon père. Comment moi je suis avec mon père, qu'est-ce que j'ai eu de lui, est-ce que j'ai un contact, pas de contact, il était absent, présent. Après ça, c'était moi comme père, comment je me vois, qu'est-ce que c'est quoi mes difficultés, c'est quoi mes craintes, tout ça. Puis la dernière, c'était la paternité au quotidien. Comment dans ma vie de tous les jours, ça va s'intégrer dans mon sport, les sorties, ma bière à la brasserie, mon travail. C'est des gros questionnements, c'est une grosse responsabilité, puis on ne leur enseigne pas ça, ni aux mamans, ni aux papas quand ils sont jeunes. C'est beaucoup un groupe d'échange aussi. Ce qui était plaisant, c'est qu'après, des fois, les gars, ils revenaient 6 mois après, puis là, ils arrivaient avec le bébé. Puis là, ils disaient « Salut, ils se parlaient! » Fait que c'était assez... il y a des moments, c'était très émouvant, parce qu'il y a des hommes aussi qui découvraient tout à coup « J'ai pas de lien avec mon père. » Moi, à part de dire bonjour, je vais chez nous, il dit comment ça va bien ta job, oui, c'était tout. Fait qu'il y avait tout cet aspect qui me suit toute ma vie, finalement, les femmes enceintes, les jeunes adolescents, et cette notion d'entraide, de support. Ah là là, est-ce que j'oublie quelque chose parce que je trouve ça tellement intéressant. Conférence sur le rôle de père, rôle, fonction de l'éducateur spécialisé. Bon, il faut qu'on pense à vos écrits, là. Il faut qu'on pense à vos écrits, Jean. Alors, allez-y, vous les avez mis en ordre. Alors, on a le temps de passer à travers chacun d'eux. Un petit résumé sur chacun. Allez-y, on vous écoute. Bien, la passion d'être père, évidemment, c'est quand je suis tombé enceinte. C'est-à-dire qu'à ma paternité, il y avait beaucoup de... J'en parlais beaucoup avec mon jeune frère. Jeune, il faut s'entendre, on a 6 ans, mais il est plus jeune que moi. Puis on se parlait de paternité, puis on se disait, mon Dieu, on s'en va où avec cette histoire? Puis lui, après ça, sa femme est tombée enceinte. Puis là, il se disait, on fait quoi avec la paternité? On n'a rien, personne, on ne sait pas. Il n'y a pas de gars qui parle de ça. Puis moi, ben, j'avais écrit plein de réflexions, plein de choses qui me faisaient vivre ma paternité. Finalement, j'ai décidé d'écrire là-dessus. Là, je parle un peu dans ce livre des rencontres prénatales que j'avais fait. J'amène des exemples d'hommes, je cite des auteurs aussi. Puis je parle de mon vécu tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle sorte de père je suis? Puis comment on peut être un père en étant encadrant, donc la loi,
si on parle au niveau du père, mais aussi en même temps, tout l'aspect chaleureux, je m'implique, je suis vulnérable. Puis je donne un exemple dans mon livre. Il y a une journée, je ne filais vraiment pas. Ma fille avait peut-être 3 ans. Puis j'étais assis sur le divan, elle vient à côté de moi, puis elle dit « Oh, papa, ça va pas bien? » Puis elle me prend par le cou, puis elle me colle sur elle. C'était tellement que je me disais, mon Dieu, c'était ça pour moi, la paternité. Il y avait cet aspect-là d'être vulnérable face à son enfant ou face à quelqu'un d'autre. C'est un peu là-dedans que je tourne au niveau de la paternité, la passion de son père. Puis évidemment, c'est une passion. Fait que les passions, on sait que c'est les hauts et les bas. Donc, des fois, il y a eu des moments difficiles. Puis il y a eu des moments aussi très, très tendres, de beaux partages avec les hommes. Puis avec mon père aussi, évidemment, parce qu'avant, j'avais donné mon manuscrit à mon père parce que j'avais tellement peur que mon père il était très malade. Je me disais, mon Dieu, il ne verra jamais le jour de ce livre-là. Fait que j'avais donné mon manuscrit. Puis quand on a fait le lancement, il était là. Puis il a dit, moi, là, j'ai eu le manuscrit avant tous vous autres. C'est tellement drôle comment il disait. Comment il était fier. Ah oui, il était fier. Puis j'avais l'impression qu'il avait grandi de 2 pieds parce qu'il y avait la passion de son père que j'avais dédicacée d'ailleurs. Le deuxième. Allons-y, le temps tourne, Jean. Oui, Cris de détresse, chuchotement d'espoir, bien, c'est vraiment ce qu'on parlait tantôt, l'émission de la télé, les cris de détresse de ces femmes-là. Les chuchotements d'espoir, c'est un peu, c'est quoi le rôle d'un éducateur? C'est qu'on fait des petits... Là, c'est les filles enceintes, les jeunes filles oui, enceintes? les jeunes femmes enceintes en difficulté. Donc, il y avait aussi toute la notion de cette porte ouverte. Puis, il fallait pas dans le foyer de groupe, quand les femmes laissaient la porte entrouverte, ça voulait dire, j'ai besoin que quelqu'un vienne parler avec moi. Fait qu'on rentrait. Il y a un peu l'espoir avec les oiseaux, la marguerite. Oui. Mais les chuchotements d'espoir, c'est vraiment comment on peut aider, à petits pas à la fois, à petits détails dans le quotidien, le sport. C'est un peu tout le vécu affectif d'un éducateur. Là-dedans, je raconte comment un éducateur spécialisé vit des situations de grande tension, de violence, émotive, puis comment on vit avec ça. Qu'est-ce qu'on fait après quand on a tout ça, là, puis on vient chez soi le soir, puis on entend ça. Ça doit être émouvant. Le prochain, l'éducateur spécialisé. L'éducateur spécialisé, c'est plus un livre, un essai. C'est un essai vraiment. C'est quoi le rôle de l'éducateur spécialisé avec tout ce que ça comporte, les caractéristiques, toutes les qualités personnelles, professionnelles, un peu tout ça. Ça, tout est là-dedans. C'est un livre qu'on utilise encore dans le cégep. Dans l'introduction à la profession, en technique d'éducation spécialisée. Donc, toutes ces années d'enseignement ont servent maintenant à la prochaine, à la suite. À la suite. Puis c'est la nouvelle version que j'ai refait en ajoutant quelques parties. Je parle des milieux d'intervention, je parle un peu de tout, puis beaucoup d'éthique professionnelle, parce qu'on est confronté tous les jours face à l'éthique professionnelle. Évidemment, on entend des confidences et tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Récit d'un séjour au Cameroun. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour vous retrouver en Afrique? En 2012, je prends ma retraite. Il y a un programme en technique d'éducation spécialisée. Il y a un projet. Puis le responsable, il dit écoute, Jean, on s'en va en Afrique. Puis là, j'emmène 11 étudiants et étudiantes. J'aurais besoin de bénévoles. Il dit t'en connais-tu? J'ai dit ben oui, moi. Sur le bord de la porte, à côté sur le cadrage de la porte, je lui ai dit ça. J'avais pas une parlé décision de ça. Prise rapidement. Oui. Ça avait toujours été le rêve de ma vie d'aller à l'international travailler. Fait qu'on est allé là 9 semaines. On vit dans le village avec rien du tout. C'est-à-dire pas d'eau courante, pas de douche. On vivait chez les gens, on mangeait ce qu'ils mangeaient. Je raconte le choc culturel, tout ce qui nous arrive de nouveau, puis aussi le retour au Québec. Dans notre luxe et dans... Et au travers de ça, l'enseignement, comment se fait l'enseignement en Afrique, etc., qui ne ressemble pas nécessairement au nôtre. Et vous avez apporté beaucoup, vous avez partagé, vous avez... et puis le retour, oui, c'est ça, le choc culturel du retour. Le choc culturel du retour, ça doit être dépaysant, disons. Facile 2-3 mois à me rétablir au Québec, à ne pas voir toutes les lumières allumées, les gens qui arrosaient leur asphalte, parce que là-bas, on n'avait pas d'eau courante, on n'avait pas de douche, rien. C'est quelque chose. C'est dérangeant. Oui, c'est très dérangeant. Et le bonheur de ces gens-là. Et c'est un beau livre. C'est un très beau livre. Enfin, La vengeance. Roman policier. Ah, un roman policier. Là, on s'en va ailleurs, complètement. Oui. Ah oui, complètement. Là, c'est la fiction. Les 2 prochaines, c'est la fiction que j'avais jamais osé, que je faisais chez nous. J'écrivais dans l'ordi, je mettais ça avec des petits papiers à la cachette. Là, vous éclatez, là, on s'en va ailleurs. Ouais. C'est la réalité, là, éclatons-nous un peu. Oui, un peu la folie. Un peu la folie. Ça fait du bien, sûrement. Pardon? Ça fait du bien, sûrement.
écrire de la fiction, je trouve que c'est laisser s'évader le fou qu'on a en soi. On le retient tout le temps, le coup, il sort. OK. Allez-y. Un jeune qui a vécu l'intimidation, évidemment, j'ai eu des modèles de quand j'enseignais au secondaire, que j'ai imaginé devenu plus vieux. Qu'est-ce qu'il fallait avec tous ces souvenirs où il avait été tabassé quand il était jeune? Puis... Fait qu'il est un peu là-dedans, il décide de retrouver ces gars-là par Facebook et il les séquestre. Puis dans le tout fait de l'histoire, il y a beaucoup de rebondissements, ça va très vite, l'action roule assez rapidement. Puis il leur fait vivre des semblants de ce qu'il avait vécu. OK. Avec un peu d'humour aussi là-dedans, puis un Donc- personnage très tordu, évidemment, avec tout ce qu'il a vécu comme intimidation, ça l'a complètement... Ben, c'est de la science-fiction, mais basée sur votre réalité Oui. de vie d'enseignant, Oui, oui, d'accord. Ouais. OK. Le fils chouchou à sa maman, ça, c'est votre Le dernier. tout dernier. Ouais, il sort, lui, bientôt. Là, il va sortir de Vous avez un l'imprimé. lancement le 25 octobre. Parlez-en. Oui, Parlez-en. Le 25 octobre, c'est le lancement. À Ouais, quel c'est ça. endroit? Ouais, je le fais à Prévost, au pavillon Léon Arcan. D'accord. J'ai invité plein de gens. Ça va être le lancement du fils chouchou à sa maman, qui, le titre le dit, hein, ça ne fait pas très sérieux. Donc là, on tombe un peu dans l'humour. Oui, mais quand même, c'est quand même quelque chose de particulier. Le fils chouchou à sa maman Oui, pour c'est les ça. frères et sœurs à côté, peut-être. Oui, donc il Allez-y. est seul enfant, mais Ah, la problématique se pose avec le père, qu'on retrouve ici sur la pochette. OK. Et là, il y a des situations humoristiques. Il apparaît une auberge un peu particulière, un voisin voyeur, la mère qui est une ancienne enseignante ratée qui devient un peu olé, elle sort dans les bars, était entraînée par sa voisine dans toutes sortes de petites aventures, ce qui fait que ça rend le roman un peu fou, un peu drôle. Bon, c'est l'humour. Puis j'ai aimé ça, essayer d'aller voir. Ça vous a fait du bien? Oui, ça sort parce qu'on s'éclate complètement, on fait des complètement fou. C'est un projet qui date de 1991 que quand j'avais suivi un cours en création littéraire. Mon Dieu, ça fait 30 ans, Oui. là, que ça mijote. En création littéraire, le prof était rentré et avait dit je mets un mot au tableau, vous écrivez une page, on avait 20 minutes. L'écriture automatique qu'on appelle à l'époque. Il y avait marqué l'auberge de l'Étoile. L'auberge de l'Étoile. De l'Étoile. J'étais resté figé 15 minutes facile, puis il me restait, 5 minutes pour écrire une page. Puis là, tout à coup, ça l'avait débloqué. Puis j'avais gardé cette page-là OK. dans la poussière. Vous saviez que ça pouvait peut-être aller ailleurs. Oui, puis c'était inconscient. Elle est ressortie avec un autre titre, mais l'auberge de l'Étoile est là-dedans avec... J'aurais aimé retrouver mon prof, mais je suis sûr que... Il y a des profs qui sont marquants, n'est-ce pas? Oui. Comme vous êtes conscient que vous avez dû en marquer plus d'un et plus d'une, n'est-ce pas? Oui. Ça vous fait quoi? C'est très flatteur, c'est très émouvant aussi, parce que j'étais au restaurant, je me souviens, il y a peut-être 7-8 ans, puis il est arrivé un homme de 45-50 ans, puis qui avait 2 enfants, puis il me dit « Jean Chapelot, mon professeur au secondaire. » Moi, je le regarde, puis quand il m'a donné son nom, ça me claque, j'ai claqué dessus tout de suite, c'était exactement lui. Puis il m'a présenté ses enfants et sa femme, puis il dit « C'est mon professeur, il m'a tellement aidé. » C'était tellement... Il y a quelque chose d'un peu... je dis émouvant, mais aussi... Réconfortant, oui, c'est d'avoir ça. fait sa marque dans toute l'énergie qu'on a mis sur quelque chose ou quelqu'un. Une petite graine à chacun, j'ai l'impression qu'il a fleuri à sa façon. Quand on dit que les professeurs marquent, c'est pas le but de chacun et chacune, parce que tout le monde ne se donne pas cette peine-là. Beaucoup ne font qu'enseigner ce qu'ils ont à enseigner, mais tant d'autres aussi qui sans penser à nécessairement marquer, donnent tellement d'eux-mêmes pour enseigner la matière de façon intéressante et attirer l'attention des jeunes ou des élèves qu'on ne se rend pas compte de la marque qu'on fait. Mais puis c'est comment ils aiment ça aussi. Moi, j'ai eu 2 profs au secondaire, comment ils aimaient leur matière, comment ils aimaient être présents en classe. On sentait qu'ils étaient là il y avait l'argent, mais il y avait le plaisir d'être avec nous. Ça, moi, j'ai collé ça rapidement. Déjà, moi, en secondaire 3, je savais que j'étais enseignant. J'avais dit à ma mère, je vais aller au cégep, puis je vais aller à l'université, je veux enseigner, j'aime ça enseigner. Fait que c'est resté, ça c'est un peu mon père aussi, qui était un bon enseignant, parce qu'il était menuisier, puis quand il nous expliquait les choses, c'était toujours très clair. Très pédagogique. Oui, puis il aimait son métier. Fait que j'ai eu des profs marquants à l'université, au cégep, que je me rappelle aujourd'hui encore, qui ont été des mentors dans ma vie. C'est vraiment une scène de mentorat, je pense, qui s'était inscrit avec ces gens, ces hommes et ces femmes-là. C'est-à-dire qu'ils étaient
assez merveilleux comme démarche. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer auprès des jeunes après toute cette expérience, tout ce cheminement? Qu'est-ce que vous voudriez voir changer en tant qu'enseignant spécialisé? Dans le monde peut-être de l'enseignement Ouais, spécialisé, de la technique d'éducation spécialisée. Là, il y a un beau guide ici, là. ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vous voudriez qui se transforme? Moi, je pense Parce que qu'il le faut... monde reste quand même ce qu'il est, n'est-ce pas? Oui, 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 Hein? oui, Ça continue, oui. là. C'est Moi, je pas pense qu'il fini, faut ça. qu'on ait ces gens-là passionnés de leur travail, qui puissent transmettre la passion du travail qu'ils ont, la passion d'être avec les gens, la passion d'aider les gens. L'enseignement, c'est une relation qui s'établit. Je pense qu'à partir... On va avoir tout l'audiovisuel qu'on veut, aujourd'hui, on appelle plus ça comme ça, là, Oui, mais la technique, la la- technologie. oui, la technologie, toutes les tic-tac-toc, mais il reste que c'est le lien, c'est la relation. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut dans l'enseignement. Quand cette relation est établie, on peut passer à peu près toutes les matières qu'on veut, parce qu'il y a quelque chose qui s'installe avec le... Puis moi, j'ai enseigné des Un matières qu'on rapport. jugeait plates à l'époque. Le français à des jeunes en difficulté. Puis on a Faut le réussi à faire. faire plein de choses. Les jeunes, ils écrivaient, je les faisais lire Edgar Allan Poe, des histoires à faire peur. Ils lisaient des revues de mécanique, ils lisaient des revues de moto, mais ils lisaient, ils aimaient ça parce que moi, j'aimais ça, j'en parlais. Fait qu'il y avait quelque chose de... Je pense l'enseignement, et puis le monde des jeunes en difficulté, il faut aussi qu'il y ait des humains qui s'adressent à eux. Autrement que de dire, moi, j'ai un jeune en trouble de comportement, j'ai un jeune autiste, j'ai un jeune déficience intellectuelle, Ouais. à dyslexie. Puis trouver la solution dans les pilules, C'est ça. ou dans la Il y a un humain, médication. c'est ça. Il y a un humain derrière tout ça. Il y a l'humain Il y a qui des a des émotions. caractéristiques différentes. Il y a des émotions, il vit, puis il aime qu'on oublie. On oublie complètement que ces enfants-là aiment. Moi, j'avais des bricoleurs, j'avais des chasseurs, j'avais des mécanos, Vous j'avais leur de avez tout. fait sortir probablement, vous avez réussi à les faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, peut-être, ce Ouais. qu'ils avaient vraiment raconté. Je réalise que mes mains ont été serrées comme ça tout le long de C'est l'émission. inquiétant. Non, c'était à quel point c'était émotif. C'est comme quand on est sur notre volant, qu'on a les jointures blanches, là. Ouais. Mais à quel point c'était touchant, Jean, d'entendre tout ça. Merci pour ce travail extraordinaire. Merci pour tout ce qui a été fait auprès de ces jeunes-là et que je suis sûre, quelque part, continue ou va continuer Ah ouais. de quelconque façon. Merci d'être là. Et je prends quelques secondes, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, pour vous dire que ceci était notre dernière émission de la saison. Nous avons passé à mon sens, à moi, nous avons passé une très belle saison. Nous avons découvert des gens de plumes intéressantes avec des sujets pertinents, significatifs que j'ai adoré explorer. J'espère que vous serez enchantés de cette saison comme moi je l'ai été avec mes invités que j'ai choisis, oui, en effet, qui se sont présentés à moi et j'ai pris le temps de faire le tour de leur œuvre pour comprendre ce qui les animait. Je remercie vraiment cette émission pour ce qu'elle provoque en moi et j'espère chez les auteurs définitivement, les autrices et chez les spectateurs. Je remercie ma technique de me soutenir à la caméra et à l'enregistrement parce qu'on fait un travail que je crois est important. Mon nom est Martine Laval et je vous retrouverai probablement bientôt. Merci Jean Chapelot d'être là et merci à vous d'avoir écouté cette émission. À la prochaine, j'espère, à un prochain rendez-vous.